Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous parler de boxe anglaise. Donc voilà, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je ne sais pas encore exactement comment j'appellerai cette chaîne. Globalement, ce que je vais faire dessus, je vais à la fois vous parler un peu d'histoire de boxe anglaise et puis peut-être vous parler un petit peu d'actualité, s'il y a des trucs à un moment dont j'ai envie de parler. Il y a quelques trucs dont j'ai envie de parler en ce moment, évidemment, comme c'est de l'actualité, peut-être que j'en parlerai finalement pas. Parce que ce sera juste plus de l'actualité quand je posterai cette vidéo. Mais bon voilà, c'est globalement, j'ai encore sûrement un peu en fourre-tout. Mais bon voilà, donc ça parle de boxe, on va dire que ça a la loi, eh bien ça passe sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de commencer cette première vidéo en vous parlant eh bien, de Sandy Saddler. Sandy Saddler, le grand boxeur poids plume. Et globalement, je vais essayer de répondre en fait à la question, quel est le meilleur poids plume de tous les temps? Parce que du coup, Sandy Saddler, c'est un excellent boxeur poids plume qui a été dans ma tête très largement oublié, qui est très largement sous-estimé, pour plein de raisons que je vais expliciter juste après. Et notamment, je vais essayer de simplement poser la question, est-ce que Sandy Saddler est un meilleur boxeur poids plume que Willie Pep? Willie Pep qui est donc l'autre très très grand nom des poids plumes, dont on parlera ici. Évidemment, cette comparaison a un sens, puisque Willie Pep et Sandy Saddler se sont affrontés, ils ont quasiment coexisté, donc le règne de Saddler eh bien, est juste après le règne de Pep. Donc ces deux boxeurs ont coexisté. Ils se sont affrontés également plusieurs fois, 4 fois en tout. Et ce sont deux très 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 grands noms de l'histoire de la boxe qui méritent bien sûr eh bien, qu'on en parle. Et donc c'est ce que je vais faire juste ici. Je vais commencer rapidement par vous redétailler ce que c'est que la catégorie des poids plumes et vous refaire un rapide aperçu historique de cette catégorie et des noms qui ont pu la traverser. Ensuite, je vais parler plus en détail de Willie Pep, et sans vous expliquer un petit peu quel boxeur c'était, parce que il faut prendre conscience de l'importance et de la qualité du boxeur qu'était Willie Pep, avant de petit à petit vous introduire qui était Saddler, introduire la rivalité entre les deux, introduire la fin de carrière de Pep, la fin de carrière de Saddler, une fois que leurs chemins vont se séparer, et puis ensuite, eh bien, essayer de simplement rapidement discuter de qui peut être le meilleur entre Pep et Saddler. Même si évidemment vous vous en doutez, c'est une question qui va rester ouverte, hein. J'ai même pas évidemment de réponse objective à apporter à tout ça. Alors bon, du coup, donc la catégorie des poids plumes, donc c'est une catégorie qui autorise des boxeurs à combattre seulement s'ils font moins de 126 livres. Donc 126 livres, ça fait environ 57 kilos, un tout petit peu plus, on va dire 57 kilos. C'est une catégorie qui, historiquement, en fait, a été assez intéressante, même si pas tant que ça, dans le sens où ça fait partie des catégories qui sont considérées comme étant les catégories légères. Et en fait, c'est simplement parce que les Américains et les Anglais, qui sont globalement les deux principaux acteurs de la boxe anglaise initialement, eh bien, pas beaucoup de gars qui sont en dessous de 57 kilos. Donc c'est des catégories qui sont restées relativement peu attractives. Actuellement, elles sont surtout dynamisées par eh bien, des Asiatiques et des Latino-Américains. Donc ce qui va être Mexique notamment, et tout ce qui va être, j'allais dire Japon, mais en fait pas tant que ça Japon, mais globalement asiatique de manière générale. Malgré tout, les deux personnages dont on parle ici sont des personnes qui sont bel et bien américaines. Sandy Saddler et Pep viennent du Connecticut et du Massachusetts respectivement. Enfin, Connecticut pour Pep et Massachusetts pardon, pour Saddler. La catégorie des problèmes, c'est également une catégorie qui a reçu une certaine mise en lumière par le manga Hajime no Ippo de George Morikawa, parce que du coup le personnage principal Ippo combat dans la catégorie des poids plumes, et globalement la majorité des personnages principaux ils combattent également. Alors évidemment pas tous, hein, mais Sando il combat, Ippo il combat bien sûr, Ricardo Martinez il combat, et puis même comment il s'appelle le roux là, même Jang, je sais plus s'il s'appelle comme ça, Wolf, bref, j'ai peut-être de bêtises. Bon, j'ai oublié le nom du personnage, mais je l'aimais beaucoup, en plus c'est le roux, avec le White Fang, qui du coup va venir combattre également en plume, à mon passé en super plume. Désolé, j'ai ce nom sur le bout de la langue, Volg, voilà, Volg, pardon, qui va donc réaliser ça également. Ok, malgré tout, dans l'histoire, la catégorie des poids plumes, donc c'est une catégorie qui n'a pas été si attractive que ça. Globalement, parmi les très très grands noms qui ont pu y passer, on a eu George Dixon dans les années 1900, on a eu Abbé Attel, et ensuite qui a réalisé un nombre extraordinaire d'une vingtaine de défenses de titres en l'espace de quelques années. Un champion terriblement actif. Ensuite, on a eu Johnny Kilbane, qui du coup a gardé le titre 11 ans, donc c'est le deuxième titre le plus long, le deuxième règne le plus long de l'histoire, après celui de Joe Louis. Donc évidemment c'est le plus long règne des poids plumes et le deuxième plus long règne de l'histoire, toutes catégories de poids confondues, après celui du légendaire Joe Louis. Mais bon, malheureusement il va défendre son titre que 3 ou 4 fois, je crois 3 fois, peut-être 4 fois. Un champion terriblement peu actif, qui fait que du coup pour moi il ne fait pas partie des très 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 grands noms à retenir de cette catégorie. Le titre ensuite va beaucoup changer de main, globalement il va passer par les mains de Henry Armstrong, et un autre très 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 grand, souvent cité parmi les meilleures plumes, même si pour moi Armstrong eh bien s'illustre beaucoup plus en welter qu'en plume. Ensuite, il y a eu le fameux Willie Pep et le fameux Sandy Saddler dont on va parler ici, globalement qui font à eux deux la décennie 40 et la décennie 50.
Dans la décennie 60, on a eu, donc malheureusement les très très tragiques, Sugar Ramos et Daisy Moore qui se sont affrontés. On a eu Saldivar qui est passé par là. On a eu Olivares, on a eu Geoffrey qui sont passés par là également. Même si pour moi ils s'illustrent eux beaucoup plus en coq qu'en plume. Après on a eu qui? Après on a eu un peu de Chacon, qui est clairement pas parmi les très très grands, mais qui pour moi reste un boxeur intéressant. On a eu Salvador Sanchez, très grand nom des plumes. Et après bah, globalement, à part Nassim Hamed, et éventuellement du Barrera, du Morales, je dirais qu'on a eu globalement beaucoup moins de très très grands poids plumes dans cette catégorie. Peut-être que bientôt, là actuellement c'est une catégorie qui est complètement éclatée, avec 4 champions différents, une catégorie qui est du coup très épique mais qui manque vraiment de lead. Alors du coup c'est génial hein, parce qu'on a plein de gens super forts partout qui peuvent s'affronter à 50 000 match-up de Dream et tout. C'est une catégorie qui est super intéressante mais qui manque actuellement clairement d'un patron. On a eu Legwood qui aurait pu s'imposer comme tel mais qui va monter, donc on manque actuellement d'un patron en plume, et donc bah bien sûr comme il n'y a pas un nom qui sort du lot, c'est difficile de, voilà, mais peut-être qu'on vit actuellement un âge d'or des poids plumes avec beaucoup d'excellents boxeurs. Ok. En tout cas, du coup, donc globalement, parmi les très très grands qu'on devrait retenir, il y aurait donc globalement George Dixon, Abbey Attel, Henry Armstrong, Pep Sadler, Salvador Sanchez. Je dirais que globalement, c'est ceux qui sortent du lot. Évidemment, il y en aurait plein d'autres, hein. Pareil, oui, je pourrais parler de Lionel Rose, je pourrais parler de Ray Simpson, je pourrais parler de beaucoup de gens. Globalement, on va retenir cela. Et plus précisément, on va retenir en fait Willie Pep et Sandy Sadler. Alors je pourrais donc également voilà, retenir Abbey Attel, George Dixon, on va dire qu'ils sont un peu trop anciens. Sanchez, j'ai pas de raison particulière de le mettre de côté. Excellent boxeur. Armstrong pour moi s'illustre plus en welter, donc on va surtout retenir Pep et Sadler. Mais en fait la barre des gens retiendrait Pep. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle de beaucoup de noms, etc. Mais en fait, le nom de Willie Pep est un nom tellement important dans l'histoire de la boxe que je vais essayer de vous introduire un peu qui est ce bonhomme de Willie Pep, comment est-ce qu'il commence la boxe, qu'est-ce que c'est sa carrière professionnelle. Mais on est sur un titre d'un standing et c'est dur de se rendre compte à quel point Willie Pep c'est un crack. Mais si vous voulez, je vais utiliser beaucoup d'hyperlatifs en décrivant la carrière de Pep. Mais Pep fait probablement partie du top 5 des meilleurs boxeurs de tous les temps, toutes catégories pas confondues. Je veux dire, les gars, en fait, il y a un monde où Pep est un meilleur boxeur que Ali. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est pas déconnant de considérer que Pep est meilleur que Ali. Quand vous regardez son palmarès, quand vous regardez qui il a combattu, quand vous regardez comment est-ce qu'il a combattu, Pep est vraiment à ce niveau-là. Si vous voulez, Pep, il est à côté de légendes comme Sam McFord, en fait. Comme Greb, comme Robinson. En fait, il fait partie des énormes cracks des années 40, où globalement, les années 40, on a un énorme crack par catégorie de poids, qui va absolument tout détruire, j'abuse un peu, mais en gros, c'est l'idée. Et si vous voulez, c'est le Joe Louis des pop plumes, quoi. On est vraiment à ce niveau-là. Alors évidemment, pas du tout en termes de qualité de boxe, pas du tout en termes de style, hein, vraiment en termes de palmarès. Même si Louis et Pep ont des palmarès vraiment différents, comme on peut pouvoir le voir. Le Pep, c'est vraiment un fighter qui est old school. Pep, c'est un fighter c'est un combattant dans les années 40. Pour regarder son palmarès, on dirait un combattant des années 10. Et en fait, même dans sa mentalité, dans sa manière d'aborder sa vie et la boxe, on retrouve un combattant des années 10, et ces combattants, c'était des gars qui étaient extrêmement durs au mal, mais qui en parallèle à 30, 35 ans étaient complètement pétés, parce que les mecs ils faisaient des combats toutes les 2 semaines, et des combats c'était pas en mode ouais les gars 6 rounds, et puis on peut se regarder de loin, je veux dire il y avait des combats de 45 rounds, où c'était jusqu'au boutiste, on s'arrête pas tant qu'il n'y a pas un KO. Il y avait des moments, les entraîneurs arrivaient sur le ring et mettaient des seaux d'eau froide sur leurs combattants pour les ressusciter. Je pense au combat entre Sag McVie et Joe Janet. Enfin, on était vraiment à ce niveau-là de délire. Et Pep, c'est un combattant, alors évidemment on a arrêté parce que ça détruisait les gens à 30 ans, donc on a arrêté. Mais Pep, c'est un combattant qui a cette mentalité. Et qui a cette gestion de carrière, en fait. Donc c'est un truc qu'on va retrouver chez lui. Et en fait, c'est un gars qui est tellement exceptionnel et qui est tellement rayonnant, lumineux, qu'en fait, il éclipse totalement Sandy Sadler qui vient juste après. Et pour autant, Sandy Sadler est un gars que j'aimerais essayer de réintroduire parce que il y a plein de raisons qui font que Sandy Sadler est beaucoup moins populaire que Willie Pep. Entre autres, le fait qu'il soit noir, qu'il ait un style de boxe qui soit beaucoup moins conventionnel, qu'il ait justement battu Pep, et qu'il ait une gestion de carrière beaucoup plus chaotique que Pep. En tout, je dirais que j'exagérerai essentiellement ces quatre raisons. Pour autant, je pense qu'il est important de connaître, de se souvenir de qui était Sandy Sadler, un excellent crack de la boxe, et qui a pu faire un travail extraordinaire, notamment contre Pep, et notamment pendant toutes les années 50. Je vais donc ici essayer de vous réintroduire d'abord qui est Pep, avant de parler un petit peu de Sadler, et de comment est-ce que leur carrière s'en trouve entremêlée, avant évidemment de venir parler de la fin des carrières de ces deux personnes. Alors du coup, on va commencer par parler de Willie Pep. Donc Willie Pep, donc évidemment c'est un Américain, même si on parle des plumes ici, désolé, je reparle de 2 Américains. C'est en fait un Italo-américain qui fait partie, ses parents faisaient partie de la grande vague d'immigrés italiens qui ont bougé aux États-Unis. Alors bon, du coup, il vit pas particulièrement, il n'y a pas beaucoup d'histoires d'un Pep qui vit dans une famille extrêmement rude avec beaucoup de drogue, beaucoup de violence, mais bon, globalement ils sont pauvres. C'est pas la street de fou, hein, mais ils sont pauvres.
Et comme ils sont très pauvres, ils ont besoin de thunes. Et du coup, Pep, très jeune, genre quand il est adolescent, en fait, il se rend compte qu'il peut gagner un peu de thunes en faisant de la boxe amateur. Dans Connecticut, à l'époque, les amateurs de boxe pouvaient gagner de la thune. Donc c'est ce que va faire Pep, il va s'inscrire avec un ami et ils vont commencer à gagner un peu de thunes dans des tournois amateurs. C'est vraiment comme ça qu'il va commencer la boxe. Quand ses parents l'apprennent, ils sont moyen contents, mais globalement, son père se rend compte que s'il peut gagner un peu de thunes, en fait, autant qu'il continue. Notamment, je crois qu'il va lui dire un truc en mode si jamais tu peux gagner de l'argent comme ça en combattant tous les vendredis, et bah en plus tu devrais essayer de combattre tous les mardis. Voilà, on est un peu sur cette mentalité. Globalement, sa carrière amateur, elle est relativement anecdotique. J'exagère un peu, mais globalement, c'est un bon combattant. Maintenant, il a pas fait des trucs de fou. Genre, il a pas combattu au J, il a pas gagné de JO. Je crois pas qu'il ait gagné de Golden Gloves non plus. Essentiellement, le seul truc un peu notable, c'est qu'il a combattu la légende Sugar Ray Robinson, donc qui est le meilleur boxeur de tous les temps, toutes catégories pas confondues, globalement, sans trop de débat. Et bon, Robinson va le battre, voilà. C'est globalement le truc vraiment à retenir de la carrière de Pep en amateur. Malgré tout, du coup, Pep va donc passer professionnel très vite, donc en 40. Et en fait, l'arrivée de Pep sur le circuit professionnel, pardon, est tonitruant. Alors, il va passer professionnel donc à seulement 17 ans et 310 jours, voilà, donc globalement 17 ans. Et si vous voulez, à 18 ans, donc en l'espace de à peine 2 mois, il a déjà 5 combats pro, 5 victoires, 5-0. Il va d'ailleurs combattre le jour de ses 18 ans, donc quand je vous dis qu'on est sur un gars qui est vraiment motivé par la boxe, on est sur un gars qui est motivé par la boxe parce que pas tout le monde combattrait le jour de ses 18 ans, il a gagné. Et à partir de là, Pep, il va arriver sur la scène professionnelle vraiment en fracassant tout sur son passage. Alors il va affronter beaucoup de mauvais boxeurs, j'exagère un petit peu, il va affronter peu de noms notables on va dire. Malgré tout, en 2 ans de carrière, il va se construire un palmarès extrêmement solide de 42-0. On est sur un 42-0, c'est pas rien 42-0. Et en combattant très régulièrement. Quand je vous dis qu'on est sur le genre de carrière à l'ancienne, c'est le genre de carrière où vous retrouvez des gens qui combattent 200 fois. Globalement, même dans les années 40, il y en a quasiment plus. Il y a Pep, il y a Artie Moa. C'est vraiment les deux qui me viennent en tête. Après, évidemment, on a d'autres gars qui ont combattu une centaine de fois. Hein, mais des gars qui combattent autant que Pep et qui sont aussi actifs, il n'y en a pas beaucoup. Et évidemment, en étant aussi actif, le gars progresse extrêmement vite. Parce que du coup, bah, il va venir, il a des sessions d'entraînement réelles toutes les 2 semaines, quoi. Donc forcément, le mec devient très vite excellent. Et en plus, comme il construit victoire sur victoire, forcément, sa progression vraiment exponentielle. Le premier nom vraiment important qu'on va affronter, c'est Joey Archibald, qui est du coup un ancien champion poids plume, il y a quelques années auparavant. Il va l'affronter en 42. Alors bon, c'est cool, maintenant il a gagné bien sûr. Maintenant, Joey Archibald en 42, c'est quand même plus le Joey Archibald de l'époque. Il va en perdre contre Pep, il avait déjà perdu plusieurs de ses combats auparavant, il va perdre quasiment tous ses combats derrière. Globalement, il est complètement détruit. Donc voilà, ça reste quand même un ancien champion du monde, ça reste quand même un nom cool affiche au palmarès. Maintenant, Joey Archibald, quand vous regardez son palmarès, au moment où il perd contre Pep, on est vraiment plus sur l'excellent combattant qu'il a pu être. Mais bon, malgré tout, il va derrière continuer d'enchaîner les victoires, il va réaffronter une deuxième fois Joey Archibald qui va gagner, jusqu'à à seulement 20 ans et 62 jours, avoir la possibilité d'affronter le champion du monde en titre, Chalky Wright, pour le titre NYSAC et le titre The Ring, combat qu'il va gagner en 15 rounds, et il va donc à seulement 20 ans, et pour son 54e combat professionnel, devenir champion du monde. On a donc ici un champion du monde poids plume en 54-0 à seulement 20 ans. Alors il faut savoir qu'il n'est pas champion des 2 fédérations, parce qu'à l'époque il y avait 2 fédérations de boxe, globalement il y avait 3 titres de champion du monde, 2 fédérations et un journal. Les 2 fédérations, donc c'était la NYSAC qui a donné plus tard la WBC, et la NBA qui a donné plus tard la WBA. Le 2 titres avait été fracturé par Joey Archibald, qui visiblement avait une période d'activité un peu trop longue, ou qui avait refusé de prendre un challenger obligatoire. Donc le titre s'était refracturé. Ce qui était très rare à l'époque, hein. La plupart des champions étaient des champions unifiés. Pep donc va défendre ses 2 titres NYSAC The Ring pendant un petit moment, jusqu'à recapturer finalement le titre NBA, 4 ans plus tard. Donc bon, pas de soucis, et globalement le titre NBA fait un petit peu sa vie avant d'être récupéré par Pep. Je reviendrai sur ça juste après. De toute façon, globalement, on peut considérer que le champion The Ring était le champion principal. C'est globalement comme ça qu'on va déterminer qui est le boss de la KT. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en récupérant le titre The Ring, ça devient le boss de la KT. Et du coup, à 42 piges, on est déjà sur le king de la catégorie. Le gars, ça fait 2 ans qu'il est pro, il a fait une de ses percées. Il faut se rendre compte que son arrivée en pro, c'est vraiment comparable à l'arrivée en pro de Mike Tyson. C'est même souvent meilleur que celle de Mike Tyson, parce que Mike Tyson, bien champion, il a pas 54 victoires, 54 combats pro. Et là où c'est vraiment quelque chose de particulier à noter, c'est que peut-être parce qu'il était plus motivé, peut-être parce qu'il était plus discipliné, peut-être parce qu'il avait un entourage qui était meilleur, peut-être parce qu'il a pas eu un début de vie aussi compliqué que Mike Tyson. Là où Tyson va complètement dérailler dès qu'il va choper ses premiers titres professionnels et qu'il va très très vite sombrer, Willie Pep c'est pas ça du tout. Il va continuer de s'entraîner, il va continuer d'avoir une activité sur la ring exceptionnelle, il va continuer d'enchaîner les victoires.
Et modulo une toute petite défaite contre Sam Yangot, dont je vais parler juste après, qui sera même pas pour un titre mondial, Willy Pep va continuer de rouler sur absolument toute la catégorie des plumes. C'est peut-être maintenant, avant que je continue de vous parler du règne de légende de Willy Pep, c'est peut-être cool si je parle un petit peu de son style de boxe. Willy Pep, c'est un gars qui est extrêmement apprécié et notamment extrêmement connu parce que son style de boxe est extrêmement simple à comprendre. C'est le meilleur défenseur que vous verrez. C'est un gars qui en fait a une capacité à tourner autour de ses adversaires et à jouer avec eux qui est génial. Willy Pep, alors évidemment, en termes de défense, il y a plusieurs types de défense en boxe. On a donc la défense de mouvement de tête, qui est la défense la plus impressionnante. Juste, il y a un coup qui arrive, vous l'esquivez en bougeant votre tête. C'est pas le meilleur en mouvement de tête, Willy Pep. Il est très bon, bien sûr, c'est pas le meilleur. Le meilleur, globalement, ce serait Nicolino Loce, qui avait des mouvements de tête qui ne proviennent pas de ce monde. C'est pas ça que Pep c'était le meilleur. Après, vous pouvez parer, bloquer les coups, les dévier avec vos mains, machin. C'est pas non plus à ça qu'il s'illustre particulièrement. Alors évidemment, il est très bon dans ses blocages et dans ses déviations. Mais c'est pas là-dedans, enfin, quand on pense à Willy Pep, on ne dit pas que c'est le mec qui bloque le mieux les coups du monde. Je sais pas, c'était pas un Winky Wright, par exemple, qui avait une capacité à bloquer avec sa garde haute exceptionnelle. Non, lui, il s'illustre particulièrement dans ses jeux de jambes. Willy Pep est probablement le meilleur jeu de jambes que vous verrez de l'histoire de la boxe, ou en tout cas dans le top du top. En tout cas, c'est sûr, le meilleur jeu de jambes défensif. Il avait une capacité exceptionnelle à, je sais pas, changer de garde, passer de gaucher, droitier, bouger autour. C'est vraiment fantastique. Tant et si bien que ce gars avait 50 ans d'avance sur tout le monde, que ses techniques, notamment son V-step, a été très largement réutilisé derrière, y compris par des boxeurs offensifs comme César Chavez, que son jeu de jambes a été réutilisé en MMA, genre 60 ans plus tard, par un gars, si je dis pas de bêtises, c'est Dominique Cruz. Voilà, c'est ça, Willy Pep, c'est la défense. Et du coup, ça fait que c'est un gars, c'est extrêmement facile de comprendre qu'il fait une masterclass, parce que globalement, le mec n'est pas touché. Il touche, il s'en va, il est pas touché. En fait, c'est un gars qui est si légendaire, si vous voulez, dans son style de boxe, que il a une phrase, un motto, qu'il va beaucoup réutiliser, redire, et qui cristallise parfaitement son attitude de boxeur. C'est the one who hits and runs away lives to fight another day. Willy Pep, c'est exactement ça. C'est le mec qui vient, il touche, il s'en va. C'est vraiment du hit and run, et c'est une stratégie qui peut être extrêmement frustrante, peut-être une stratégie de lâche, comme certains diraient, mais pour le coup, c'est extrêmement efficace, et surtout, c'est extrêmement spectaculaire à voir, parce qu'on a un gars qui paraît littéralement intouchable, et qui est pas si grand, qui est pas si petit, qui est pas du tout imposant physiquement, hein, c'est un gars d'1m60, 5, qui paraît même pas musclé, mais qui juste arrive à virevolter, à toucher, à jeter toujours sur 3 pieds hors de portée. C'est vraiment un fantôme, c'est pour ça qu'il va se faire surnommer Will of the Wisp, donc le feu follet, hein, littéralement, avec un petit jeu de mots avec Will, pour Willy. Donc un gars complètement insaisissable, et c'est vraiment la particularité de Pep. C'est vraiment pour ça qu'il a été retenu comme étant l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Enfin, ça bien sûr, ils font pas le palmarès, mais en termes de technique de boxe, on est vraiment là-dessus. Du coup, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas un boxeur qui frappe extrêmement fort, qui fait vraiment mal. On n'a pas besoin de ça. On a juste un gars qui gagne tous les rounds parce que bah il te touche et tu le touches pas. Donc forcément, il gagne. D'ailleurs, c'est tellement légendaire que, alors bon, évidemment, on n'a pas d'image du combat. Il y a de très fortes chances. Globalement, on peut considérer que c'est quelque chose d'inventé, en tout cas qui a été déformé par l'histoire. Mais même une légende qui court sur Pep, comme quoi il aurait été capable de gagner un round sans mettre un seul coup. Donc c'est le fameux no punch round de Pep, où en gros il aurait simplement tourné autour de son adversaire, il l'aurait bloqué, il se serait déplacé, il l'aurait évité, et sans envoyer un seul coup de poing, les juges l'auraient déclaré, donc 2 juges sur 3 auraient déclaré qu'il avait gagné le round, parce que sa défense était tellement exceptionnelle que même sans toucher son adversaire, les juges ont dit bon bah c'est Pep qui remporte le round. Quelque chose évidemment de complètement lunaire quand on se rend compte des critères de boxe. Le niveau de défense qu'il faut avoir pour être capable de remporter un round avec uniquement 100 mètres de coup est vraiment exceptionnel. On s'est certainement inventé, hein, bien sûr, mais ça a certainement été déformé. Mais bon, ça reste que si vous voulez, le seul boxeur, je crois, du monde dont on peut estimer qu'il ait pu gagner un round sans mettre un coup de poing, tellement sa défense était exceptionnelle. Donc on est sur ce genre de gars. En termes de palmarès, vous allez voir que ça va suivre aussi. Donc je vous ai dit, il devient champion, il a en 54-0, il gagne contre Chalky White, c'était pas le champion du monde poplume qu'on a le plus retenu de l'histoire, et il va enchaîner les défenses des titres. Pendant 6 ans, il en fait, si je ne dis pas de conneries, 7, je vais essayer de les raconter, mais je crois qu'il en fait 7. Il va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ouais, il va en faire que 6, pardon, tant pour moi. Il va en faire que 6. Parmi ces 6 défenses de titres, il va tout de même remporter le titre NBA en main de Sal Bartolo, donc en 46, par KO. Sal Bartolo qui avait déjà affronté plusieurs fois avant, qui avait déjà gagné, enfin qui avait déjà bien battu plusieurs fois avant. Donc c'était leur 3e combat, il était du coup en 3 combats, 3 victoires au moment où il remporte le titre contre Sal Bartolo. Globalement, donc il va combattre jusqu'en 48, il va se retrouver avec un palmarès de 134 victoires, 1 défaite et 1 nulle. On en est là. Ce qu'il faut noter ici, c'est que sa seule défaite, il l'a aux mains de Sam Yangot,
qui était un ancien champion des poids légers. Alors en fait, bon, il n'était pas champion des poids légers au moment où il bat Pep, mais en gros, si vous voulez, Sami Hyngot est champion incontesté des poids légers, il prend sa retraite. Ça dure seulement quelques mois, il fait un retour quelques mois plus tard, et au moment où il fait son retour, il décide d'affronter Willy Pep. Enfin, plus précisément, Willy Pep décide de monter dans la catégorie supérieure pour affronter Sami Hyngot. Évidemment, quand on est champion du monde de boxe, il y a un moment où on nettoie complètement sa catégorie, et on peut être tenté pour aller chercher des nouveaux défis, de monter, chercher l'adversaire, ou un très bon adversaire dans la catégorie du dessus. C'est ce que va faire Pep. Malheureusement, il va perdre contre Sami Hyngot par décision en 10 rounds, et ça va suffisamment le refroidir pour lui permettre derrière de rester en plume. L'avantage évidemment, c'est que du coup ça va devenir en fait l'un des meilleurs plumes, si ce n'est le meilleur plume de tous les temps, puisque du coup il va enchaîner les défenses et les victoires dans cette catégorie. Donc bon, peut-être que cette défaite contre Sami Hyngot était finalement plutôt positive que négative pour son palmarès futur. Donc voilà, du coup même si Sami Hyngot à l'époque était pas champion du monde quand il s'affronte, techniquement il était champion du monde en titre, et juste il avait pris une retraite de quelques mois et du coup il avait abandonné ses titres. Mais bon, en plus sa retraite c'était que quelques mois, donc en fait en soi il aurait pu garder ses titres, personne n'aurait fait chier à ce moment-là. Mais bon, à part ça, du coup, évidemment, il continue de gagner. Parmi ces très très nombreuses victoires, entre 42 et 48, donc il y a évidemment 2 victoires, même 3 victoires contre Sal Bartolo. Une où il défend son titre, un YSAC The Ring, une autre où il le défend et en plus il remporte le titre NBA. Il va également avoir une défense de titre, pas de défense de titre, mais une victoire contre Manuel Ortiz, qui est du coup le champion des poids coqs de la catégorie du dessus, qui va rester champion pendant 9 ans et faire un nombre incalculable de défenses des titres. Je crois qu'il en fait 15 ou 20, un truc comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Il va réaffronter également plusieurs fois Chalke White, notamment, donc, qui était loin d'être washed up, au moment où il perd contre Pep, parfois pour le titre, parfois pas. Et Willy Pep va continuer de gagner à chaque fois par décision. Puis bon, voilà, il va vraiment continuer de dominer vraiment toute la KT pendant pas mal de temps. Il va également affronter Paddy DeMarco et Ted Davis, et il va également gagner à chaque fois par décision, donc en 10 rounds. Un autre truc qui a remarqué sur Willy Pep, c'est qu'entre 42 et 46, c'est un champion qui va rester actif. C'est rare. C'est rare parce qu'en fait, en 42, il y a la Seconde Guerre mondiale, je sais pas si vous en avez entendu parler, et il y a les États-Unis qui décident de s'intégrer au conflit. Et du coup, il y a beaucoup de champions de boxe qui vont se faire réquisitionner par l'armée pour aller simplement, en fait, aller à l'armée, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres qui vont être gelés, beaucoup de catégories, on va avoir des champions qui vont devoir arrêter de combattre. Donc notamment en poids lourd, il y a Joe Louis qui arrête de combattre entre 42 et 46. En poids mi-lourd, il y a Gus Nesnevich. En poids moyen, il y a Tony Zale. En poids welter, j'ai plus le nom du gars, mais pareil, le champion est parti combattre entre 42 et 46. Il y a beaucoup de KT où ça a été comme ça. Surtout les KT lourdes, en fait, visiblement. Il y a quand même des KT où ça n'a pas été le cas. Donc notamment les poids coqs, où Manuel Ortiz, du coup, dont je vous ai parlé juste avant, lui va continuer de rester actif. Et également Willy Pep, qui va continuer de rester actif. Et ce qui est surtout du coup à noter, c'est que eh bien c'est en fait on pourrait penser que du coup pendant ces 4 ans de guerre, on va traverser un peu un désert en boxe avec la plupart des talents qui sont à l'armée. En fait pas du tout. C'est 4 ans qui sont extrêmement actifs où on a plein de boxeurs qui vont venir s'illustrer comme étant excellents. Et alors pas forcément en plume, je n'ai pas forcément de nom comme ça à donner en plume, mais en gros que ce soit en moyen, en milieu ou en lourd, il y a beaucoup de boxeurs qui vont du coup jamais avoir de chance pour le titre et être un peu des oubliés de l'histoire, mais qui sont retenus comme étant des boxeurs excellents. Je pense notamment à tout le groupe des Black Murderers Raw, un groupe de 9 boxeurs qui vont du coup tous s'affronter entre eux, sans jamais pouvoir avoir de chance pour le titre. Donc je pense notamment parmi ces gens-là à Charlie Burley, qui est extrêmement connu, Holman Williams, Coco Kid. En poids mi-lourd, on va avoir du Ezzard Charles et Archie Moore qui vont du coup s'affronter et qui vont affronter globalement plein de mi-lourds sans jamais pouvoir avoir de chance pour le titre. Archie Moore en aura une en 51 contre Joey Maxim, mais là on est dans les années 40, il l'aura pas. En lourd, on a Elmer Ray, également qui n'aura pas sa chance pour le titre. Donc vous voyez qu'on en a plein, des gens comme ça, et c'est tous des boxeurs qui sont excellents, et on n'est pas du tout sur eh bien des petits nuls, parce que les bons boxeurs sont la guerre, hein, pas du tout. Donc ce que fait Willy Pep pendant entre 42 et 48, c'est vraiment là. Et c'est très dur de se rendre compte, parce qu'évidemment, là je vous parle que de Pep, je vous ai pas parlé de 50 000 boxeurs, et même moi, enfin, Willy Pep c'est un des premiers boxeurs sur lesquels on tombe quand on fait un peu l'histoire de la boxe, et bah forcément on voit qu'il gagne tout, et on se dit bon, il est fort, forcément il gagne tout. Non, ça marche pas comme ça. Mais il a beau être fort, c'est pas parce que t'es fort que tu gagnes tout dans les années 40. Et c'est pas parce que t'es fort que t'as autant de victoires en une carrière. Willy Pep, il est vraiment là. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ce mec est extraordinaire. Ce mec est top 5 de l'histoire. Bah, il est top 10 si on est méchant. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il y a un autre truc à retenir dans sa life, c'est qu'en 47, début 47, il a un accident d'avion. Le 5 janvier 47, il va avoir un accident d'avion, ça va gravement le blesser. Mais quand je vous dis que ce mec, il est fait dans notre bois, 6 mois plus tard, il revient. Et il continue d'enchaîner les victoires, jusqu'à carrément venir défendre son titre par KO contre Jock Leslie en 47. On est vraiment, ça fait 8 mois que le mec il a eu son accident, pas de soucis, des autos sur le ring. On est vraiment sur un gars qui est exceptionnel en fait en termes de mentalité. C'est vraiment dur à cuire. Et c'est vraiment une carrière old school en fait. Enfin un gars qui arrive à atteindre 134 victoires, une défaite et un nul.
Enfin, c'est un truc qui est légendaire, quoi. Surtout à 26 ans. C'est vraiment, c'est des carrières des années 10, quoi. Vraiment des carrières comme ça, c'est Sam Langford. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Mais bon, le voilà que du coup en fin 48, il prend son challenger de l'année, parce que je dis pas de conneries, son deuxième challenger de l'année. C'est un petit jeune qui s'appelle Sandy Sadler, un jeune de 4 ans son cadet, donc qui est né en 26 et pas en 22. Et choquant, Sandy Sadler arrive à faire l'upset et il détruit Willie Pep par KO en 4 rounds. Donc voilà. Alors quand je dis KO, on n'est pas sur un KO technique. Hein. On n'est pas sur son adversaire, on n'est pas vraiment sur son entraîneur qui va venir jeter les longes, on n'est pas sur l'arbitre qui va venir arrêter le combat parce que Willie Pep prend trop de coups ou parce qu'il est dans les cordes et qu'il se défend pas. On est sur Willie Pep qui se fait sécher par un coup, qui tombe par terre, qui reste 10 secondes et qui ne se relève pas. On est sur ce genre de KO. C'est littéralement KO. Hein. Alors, on n'a pas d'image du combat. Maintenant, évidemment, les chiffres ne mentent pas. Sandy Sadler a éteint Willie Pep et c'est bien sûr quelque chose de tonitruant parce que non seulement Willie Pep perd son titre, non seulement Willie Pep se mange un KO, c'est son premier KO de l'histoire, et surtout, qui est Sandy Sadler? Putain, qui est Sandy Sadler? Et la transition de tout trouver pour vous parler un petit peu du fameux personnage qui est Sandy Sadler. Alors lui, Sandy Sadler, donc il vient de Boston, Massachusetts. J'ai pas vraiment trouvé grand chose sur son passé en soi. Globalement, il commence la boxe très très jeune, puisqu'il commence la boxe en 44, donc il a seulement 16 piges. Non, pardon, il a seulement 18 piges. Globalement en 42, lui il est pas parti à la guerre parce que du coup il avait pour le coup 16 ans en 42, donc évidemment il n'a pas été drafté. Il a un début de carrière qui est évidemment très bon, bien sûr, vous en doutez. Moins que Willie Pep quand même, parce qu'il va avoir quelques défaites, une égalité. Notamment, à un moment, il est en 10 combats, il a 7 victoires, 2 défaites, une égalité. Après, bon, il va enchaîner, hein, il va enchaîner. Tant et si bien que finalement, en 48, donc au moment où il affronte Pep, il a un palmarès de 86 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un gars qui est vraiment là. Maintenant, c'est vrai que son palmarès paraît pas aussi impressionnant que Pep. Pep, on est vraiment sur du 134 victoires, une défaite, une nulle. Sadler, bon, on est que sur du 86-6-2, quoi. C'est quand même moins bien. Alors évidemment, c'est quand même un peu craché dans la soupe. Hein. Tout le monde rêverait d'un palmarès comme celui de Sadler. Mais c'est sûr qu'il est quand même moins flashy que celui de Pep. Il y a d'autres choses qui sont moins flashy chez Sadler. Le deuxième truc, c'est son style de boxe, qui est radicalement opposé à celui de Pep. Pep, je vous ai dit, c'est le gars qui est insaisissable. Il a un jeu de jambes parfait, il est extrêmement dans les feintes, il te touche, il s'en va. Sadler, c'est l'inverse. Déjà, Sadler, physiquement, ce mec est une anomalie. Il est grand, il est musclé. Il fait 1m74 pour 57 kg en poids plume. Pep en fait 1m65. Il lui rend quasiment 10 cm et ça se voit sur le ring. Sadler, c'est un géant, c'est une girafe. En parler, il est extrêmement fin, il est extrêmement musclé, il est extrêmement fort. Sadler est considéré comme parmi le top 5 des meilleurs punchers pound for pound, mais toutes catégories pas confondues de l'histoire. C'est difficile de se rendre compte d'à quel point ce mec est physiquement une anomalie. Il me semble en fait penser à Bob Foster, si vous voyez en mi-lourd, qui est également très grand, dans sa catégorie, qui est également très musclé, très fin. Il a un style de boxe quasiment ressemble à une sorte de menthe religieuse un peu. Et puis même dans ses stratégies de boxe, c'est un gars qui est chelou. Globalement en boxe, vous voyez, on vous apprend à avoir votre main droite qui est au niveau de votre menton, votre main gauche qui est un peu plus libre, mais qui globalement est au niveau de votre sourcil. Sandy Sadler, il a ses deux mains qui sont devant, donc presque comme une momie. Et il est gaucher. Mais il combat en droitier. Donc là, sa main gauche devant pour frapper, mettre des jabs, et sa main droite derrière, comme ça, pour venir catcher, gêner, machin. Globalement, sa main droite, il s'en sert pour venir parer les coups, les dévier. Il est extrêmement précis avec sa droite, puisque du coup, il arrive très bien à attraper les jabs. Il profite également de sa grande allonge d'un 1m78 pour parfois, du coup, simplement venir bloquer sa main droite sur l'adversaire. Puis comme ça, il l'empêche de jabber, puisqu'il le bloque. Donc voilà, c'est facile. En attendant, il continue de mettre des jabs avec sa gauche. Et le but de Sadler, c'est simple. On pourrait penser que comme c'est un boxeur qui est extrêmement grand, qui a une grande allonge, qui aimerait rester à distance, non, lui, il aime venir au contact. Il aime venir au contact, il aime venir t'attraper et travailler vraiment de très très près. Globalement, du coup, pour ça, il essaie d'utiliser sa main droite pour t'empêcher d'utiliser ton jab, puis ensuite de rentrer avec sa gauche, et puis une fois qu'il est dedans, de travailler. Si tu veux tourner autour de lui, il va essayer de te mettre des grands crochets larges pour venir t'attraper au niveau des côtes et au niveau du visage. Et puis ensuite, une fois qu'il est dedans, il va venir faire un truc très particulier, il change de garde. Et puis, il attaque avec sa gauche. Uppercut, crochet, il met vraiment tout son corps dedans, et puis t'envoie des coups jusqu'à ce que tu tombes essentiellement. Du coup, c'est un gars qui, en fait, a un style de boxe extrêmement offensif, extrêmement in-fight, mais également extrêmement chelou, parce que rares sont vraiment les gens, comme ça, vraiment leurs deux mains avant. Foreman a fait ça. Comme par hasard, on reviendra plus tard sur le rôle qu'a pu avoir Sadler dans la formation de Foreman. Mais voilà, donc c'est très étrange. Mais ça marche plutôt bien. Ça marche en fait même plutôt très bien. Tant et si bien que du coup il a un nombre astronomique de KO ce gars. Il va finir sa carrière avec 104 KO. Rares sont les boxeurs qui peuvent se targuer d'avoir plus de 100 KO dans leur carrière. Sandy Sadler le peut.
Sandy Sadler le peut. Et puis du coup, bon bah voilà, en plus il frappe extrêmement fort, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et puis, un autre truc qu'il faut retenir, c'est que, ça va un peu le desservir, c'est que c'est en même temps un combattant qui est très dirty. De par toutes ces techniques de combat rapproché, en fait de lutte, hein, on est globalement sur de la lutte, c'est probablement un gars qui aurait été excellent en MMA s'il avait eu des petites bases de lutte au sol, c'est un mec qui aurait été exceptionnel en MMA. Bah du coup, il va venir faire pas mal de trucs un peu dirty. Donc c'est le genre de gars qui va venir t'attraper derrière la nuque pour te mettre des uppercuts, c'est pas forcément autorisé, qui va venir attraper tes bras, qui va venir, il y a certains qui va venir te mettre des petits coups de pouce dans l'œil, des petits coups de coude, des petits coups de pied. On voit certains clips où il attrape le jab de quelqu'un avec sa main droite entre du coup ses côtes et son avant-bras, et ensuite il frappe avec un marteau comme avec sa main gauche, donc il le hammer fist. C'est un truc qui n'est pas autorisé, il fait plein de trucs un peu comme ça, il joue vraiment avec les règles, et il est vraiment à essayer de mettre l'arbitre dans son dos pour venir faire des petits trucs illégaux pendant qu'il le voit pas. C'est vraiment un peu les techniques de Sadler. Et le truc c'est que, bon, évidemment c'est controversé dans le sens où, factuellement c'est de la triche, après il faut savoir que la triche en boxe, bon, il y a beaucoup de trucs qui sont pas autorisés mais permis, les accrochages par exemple, c'est pas autorisé mais c'est permis, ça de la raccroche énormément. Voilà, on n'est pas sur une boxe qui va être considérée comme étant de la très belle boxe, on n'est pas sur une boxe qui va être considérée comme étant le truc qu'on va montrer aux gens dans les salles de boxe pour qu'ils boxent comme ça. C'est clairement, c'est une boxe qui est très peu académique, hein, bien sûr, mais malgré tout c'est très efficace. Et bah voilà, c'est très efficace, ça marche, et puis Sadler c'est vraiment une anomalie quoi, physiquement dans son style. Le truc c'est que du coup c'est quand même beaucoup moins flashy, il y a des gens qui lui reprochent ça, toutes ces dirty tactics. La rédence, il est pas ça, est-ce qu'il sera aussi fort? En vrai, quand même, malgré tout, probablement, parce que physiquement, c'est une anomalie, et puis parce que il a quand même une technique qui est certes peu orthodoxe, mais qui est excellente. Maintenant, c'est vrai que le fait de rajouter tout ça, ça lui donne quand même des petits avantages. Alors après, à quel point est-ce que ça a fait sa carrière, à quel point est-ce que ça l'a pas fait? Bon, moi, j'aime bien Sadler, donc je considère que c'est pas ça qui lui a fait sa carrière. Évidemment, ceux qui l'aiment pas vont dire que si. Mais c'est sûr que c'est fait partie des choses qui ont été, évidemment, détractantes pour ce pauvre Sandy Sadler. Évidemment, je suis pas forcément très objectif quand je présente ça, hein. Il y a des gens qui trouveraient ça scandaleux et qui pourraient simplement considérer que Sadler peut pas être considéré comme le meilleur poids plume de tous les temps juste à cause de ça. Moi, j'ai globalement tendance à passer l'éponge, mais voilà, ça reste quelque chose d'arbitraire ici. Et Sadler, je suis obligé de reconnaître que c'est un dirty fighter et que c'est un gars qui fait pas les choses comme il faut, quoi. Le fait est que, bon, en tout cas, il écrase complètement Willy Pep sur son passage en 48. Et en fait, du coup, on commence à voir pourquoi est-ce que Sadler va être un combattant qui va être moins aimé. Ça va être un combattant moins aimé parce que, déjà, c'est con, mais il est noir. Ensuite, c'est con, mais il vient de détruire Willy Pep, qui est l'une des idoles absolues, et vient des poids plumes, qui était un gars qui était extrêmement sympa, et puis qui était un gars qui, enfin, je veux dire, un palmarès goldé, quoi. Enfin, c'est du 100 ans, une victoire, une défaite, une victoire, un nul, pardon. Enfin, ce gars, c'était une légende. Il a des tactiques de boxe qui sont un peu, voilà. Il a un style de boxe qui est très particulier, très orthodoxe et un peu chelou à regarder. Bon voilà, Sadler va pas, et en plus on va voir qu'il va avoir un règne de champion qui va être un peu chaotique à cause de choses en dehors du ring. Puis même, je sais pas, il s'exprime moins bien, enfin il renvoie une vibe un peu moins bonne, et c'est que les gens aiment un peu moins Sadler. Puis même, il est bizarre, enfin c'est même con, mais physiquement il est bizarre. Même sa tête, c'est vraiment des trucs bidons, mais sa tête est chelou. Voilà, y a rien de plus à dire, sa tête est chelou. Et voilà, c'est que Sandy Sadler va être un boxeur qui va être un peu moins apprécié. Un peu moins apprécié. Mais bon, des combats, ils vont pas faire qu'un seul, Pep et Sadler. Parce que, ok, t'arrives, tu fracasses Willy Pep, c'est bien, ça fait que 4 ans que t'es passé professionnel, c'est génial, félicitations Sadler. Maintenant, tu as quand même de fracasser Pep. Et Pep, c'est quand même tellement une légende que tu vas pas simplement te contenter de fracasser Pep, puis partir faire autre chose. Ça se fait pas. Donc tu lui donnes une revanche. Une revanche très rapidement, hein. Sandy Sadler va continuer d'être des KO. Pep, lui, va continuer de gagner après avoir perdu contre Sadler. Pareil, un autre truc qu'on reproche à Sadler, c'est d'avoir battu Pep quand Pep il était diminué à cause de son accident d'avion. Et bon, ok, alors ok, Pep est quand même fait dans notre bois que, enfin Pep est quand même vraiment un gars du Romal, parce que vous voyez le gars a un accident d'avion, 4 mois plus tard il est sur le ring et puis il continue de défendre son titre, et puis on lui dit rien. Spence il a un accident de voiture, dès qu'il se mange un enchaînement par Ogas en Dallas, l'accident de voiture, dès qu'il perd contre Crawford de Dallas, l'accident de voiture. Et je dis pas, hein, Spence j'adore, je dis pas du tout ça pour le défendre. Simplement, j'essaie juste de montrer à quel point Pep est vraiment au-dessus physiquement parlant, et enfin à quel point c'est un mec qui est dur au mal, quoi. C'est vraiment tout ce que je veux. Alors que vraiment, enfin, regardez des images de Pep, ce mec on dirait qu'il est chétif, et je veux dire que c'est un petit gars d'1m65 qui est même pas si musclé que ça. Ce gars mentalement, c'est vraiment une brute de genre. C'est ce qu'il faut retenir. Mais bon, en tout cas du coup, donc il perd contre Sadler, et puis après sa défaite contre Sadler, il continue de gagner. Il continue de gagner très largement. En fait, il va seulement avoir 2 petites victoires. Puis bon, Sadler va continuer à enchaîner les victoires également. Tant et si bien que, en fait, très rapidement, donc seulement quelques mois plus tard, les deux vont se réaffronter. Parce qu'encore une fois, tu ne bats pas Pep et tu donnes une revanche parce que Pep c'est Pep. Puis bon, même un KO, ça peut être un coup de chance.
Donc tu affrontes Pep. Alors, on n'avait pas d'image du premier combat, on n'a pas non plus d'image du deuxième combat. On a des images du troisième et du quatrième, heureusement. On n'a pas des images du premier et du deuxième. Mais de ce qu'on en a lu, des récits qu'on en a, c'est une masterclass de Pep. Pep va être gagnant de ce combat par une décision unanime en 15 rounds, ce qui veut dire que pendant 15 rounds, il a réussi à danser autour de Sadler sans se faire attraper et à faire du Pep, c'est-à-dire toucher, partir, Sachant qu'on a un gars qui lui rend, je sais pas combien de centimètres d'allonge, mais Sadler c'est 1m78 et Pep on est sur du 1m73, donc on a un gars qui lui rend 5 cm d'allonge, qui lui rend 10 cm de taille. Faire ce qu'a fait Pep à Sadler dans ce deuxième combat, juste avec les statistiques, c'est forcément quelque chose d'exceptionnel. Littéralement, il a fait une masterclass. On aurait des images de ce combat, ce serait une masterclass, et en fait c'est probablement la meilleure victoire de toute la carrière de Pep. La meilleure de toutes. Passée et future. Littéralement, il a fait une masterclass. Réussir à échapper à Sadler, qui est extrêmement grand, extrêmement agile, pardon, pas extrêmement agile, mais qui est extrêmement, enfin, c'est une pièce en fait, Sadler. Réussir à lui échapper comme ça dans un ring pendant 15 rounds, c'est génial, c'est du génie. À partir de là, on a Sadler qui est un petit peu diminué. En fait, on va voir que pas tant que ça, mais donc les fans sont très contents de revoir un peu Pep sur le devant de la scène. En parallèle, Pep lui du coup va bien profiter en fait de ce retour au devant de la scène, puisque du coup il va continuer d'enchaîner les victoires et les défenses de son titre. Il va être alors un peu moins actif, pas vraiment. Disons que par contre il va défendre son titre plus souvent. Typiquement, il va défendre son titre en septembre, puis en janvier, puis de nouveau en mars. Donc vous voyez qu'il défend son titre de manière très serrée. Il va également bien améliorer la qualité de ses opposants, alors qu'elle était déjà très bonne. Et puis du coup, en l'espace, donc leur revanche c'est début 49, hein, et en l'espace d'un an, il va du coup défendre son titre 3 fois pour finalement réaffronter Sadler, donc en septembre 50. Donc il perd la première fois en octobre 48, il regagne le titre en février 49, et ensuite ils vont se réaffronter en septembre 50. Donc pendant cette petite période, il va donc bien pas mal défendre son titre, notamment contre. Alors il défend pas son titre, mais bon, il défend son titre 3 fois. Et va gagner contre Harold Dade, qui a du coup été champion poids coq, la catégorie en dessous, en battant puis en se faisant battre par Manuel Ortiz. C'est quelque chose à noter. Parce qu'Harold Dade c'est pas non plus n'importe qui. Et Harold Dade du coup de la même manière que Pep a essayé de monter en catégorie pour affronter Samuel Nutt, de la même manière que Manuel Ortiz a essayé de monter en catégorie pour affronter Pep, Harold Dade va également monter pour affronter Pep et va également perdre. Bon voilà. Il va également affronter du coup Ray Famshon, donc Pep hein, qui est un peu notable parce que c'est un français. Voilà. Du coup Pep va gagner contre Ray Famshon. Mais bon, en attendant, même s'il fait que des victoires, et que du coup il atteint avant d'affronter Sadler pour la 3e fois un palmarès de 152 victoires, 2 défaites et 1 nulle, eh bien Sadler lui aussi continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et en fait là on est probablement parmi les meilleures années de Sadler, qui va du coup lui également enchaîner les victoires, également enchaîner les KO, également affronter Harold Dade, en poids plume, donc il va gagner. Il va en parallèle remporter un titre, alors bon c'est dans la catégorie supérieure, qui est pas les poids légers, en fait les super plumes, donc c'est 59 kg et pas 61 comme les poids légers. C'est une catégorie qui est maintenant parfaitement reconnue, il n'y a pas de souci. À l'époque, ça avait été reconnu, puis ça l'a plus été, puis ça l'a de nouveau été vite fait. C'est une catégorie un peu bancale, il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui affrontent dedans, il n'y a que la NBA qui reconnaît vraiment la KT. Bon, en tout cas, il va capturer le titre du coup NBA des poids super plumes contre Lauro Salas, qui est également un boxeur dont le nom est à noter. Et non pardon, il va le gagner contre Orlando Zuetela, qui du coup quelqu'un que je connais pas, mais ensuite il va défendre son titre contre Lauro Salas, qui va gagner par KO. Et puis ensuite, ce titre, en fait, il va le gagner, il va le défendre très peu de fois, mais il va finalement le garder jusqu'à la fin de sa carrière, pendant quasiment 10 ans, mais en le défendant genre 2 fois, et en combattant vraiment pas souvent dans la KT. Donc bon, techniquement, il est double champion du monde. Maintenant, voilà, à l'époque, les super plumes, c'est quand même vraiment pas une catégorie qui est extrêmement développée, donc c'est quand même un truc à mettre avec les petites. En fait, c'est un peu une catégorie bâtarde à l'époque. Je sais pas, j'abuse un peu, mais c'est un peu comme s'il était champion Bridgerweight actuellement, quoi. J'abuse un petit peu parce que c'était quand même plus reconnu que les Bridgerweight, mais c'est un peu l'idée. Du coup, bon, le fait est qu'en tout cas, malgré tout, il continue quand même de gagner. Il a une belle victoire contre Lauro Salas, il a beaucoup de KO, et du coup, il va avoir l'opportunité de réaffronter Pep une 3e fois, donc en septembre 1950. À ce moment-là, au moment de l'affrontement, du coup, Willie Pep a remonté avec un palmarès exceptionnel de 152-2-1 et Sandy Sadler est remonté avec un palmarès également exceptionnel de 115-7-2. Donc on est sur 2 boxeurs qui sont vraiment comme ça. Et du coup, c'est une énorme chance pour la boxe d'avoir le droit à un 3e combat entre les 2 combattants. Ce 3e combat, pour le coup, on en a des images. Weigh exactly the same tonight, 126 pounds. He's got a big limit. Sanders about 3 inches taller. His arms are 7 inches longer. He has both height and reach advantage.
This is the third meeting between Pepin and Sadler. Their first fight was in October 1948. Sadler won by a 4-round knockout. He took the title. The second fight was the following February, and Pitt regained his title in a 15-round spectacular decision. Pepin sealed Sadler across the face with his glove, the laces, and the referee won him. Round 15 from Sadler. Now here we are in round 3 of the 15-round featherweight title between world champion Willie Pett and former champion Sandy Sadler here at Yankee Stadium, New York. Willie Pett in the back front. Sadler is one of the hardest hitting featherweights in all ring history. He's also a better boxer than most fighters. He's got a snaky left jab, and he hits like a ton of bricks. In 8 years in the ring, Sadler has won 114 of 122 fights, 79 by knockout. He's been installed in 8 times every shot. The second fight between Pett and Sadler, the one before this, was one of the roughest in all ring history. This great crowd of 39,000 people expects to see another such sensational battle tonight. The gate of over $260,000 is more than double the previous high record for a featherweight title bout. Please head it straight on and pretty looks all right. Each part of the wrestling around the trenches. The referee has had a close fight by Forrest. This isn't exactly a black fight, but there's not much love lost between these two men. In the fourth round, Pett's never taken a boxing, strong Sadler timing. And Sandy's punches best broken more. Now round 5. Although Pett won their last battle, he took a terrific lacing around the head. Both of his sides were cut and close. And as one of the sports writers put it, his victory for a badly scrambled. All more indication of his great courage and boxing skill. He can take all that punishment and still win the fight. After the break, Sadler was not careful. He took on his right leg. Referee warning 7-11. This is really a mammoth give and take. Just like their first 2 bouts. Both these men know all the tricks in the game. Either acting any quarter. The end of round 5. Now, here we are round 7 of this 15-round featherweight title bout between world champion Willie Pett and former champion Sandy Sadler here at Yankee Stadium, New York. Outside that third round, when Sadler knocked Pett to the floor for a line shot for that left hook. Pett was kept in control of this fight by his just-left boxer. That left hook is Sadler's favorite punch. It's really a half hook, half uppercut. He uses it like a southpaw. It's a difficult punch to avoid. He's got a lot of shots with him.
Eh bien Pep va faire du Pep, c'est-à-dire que Pep va venir toucher, Pep va venir partir, et Pep va de nouveau essayer de tourner autour de Sadler, tout en touchant et en partant. Sadler, lui, va tout de même réussir à adapter un peu sa technique de combat. Alors évidemment, je peux pas rentrer trop dans les détails parce que notamment j'ai pas d'image en fait du deuxième combat. Mais en gros, il va quand même faire mieux qu'au deuxième combat, pardon. Il va marquer quelques rounds, et en fait, surtout, il va quand même réussir à gravement blesser Pep, puisqu'il va lui déboîter l'épaule. Et oui, quand même. Alors, globalement, s'il lui déboîte l'épaule, bien sûr, c'est pas en lui calant un énorme coup dans l'épaule qu'il va le déboîter, mais c'est essentiellement à force d'accrochage, à force de brutaliser un peu Pep à l'intérieur. Pep qui du coup donc va venir être contraint malheureusement à cause de son épaule déboîtée d'abandonner à la fin du 8e round. Il sera pas capable de sortir pour le 9e. Du coup c'est une nouvelle victoire de Sadler. C'est considéré comme un KO puisque tout boxeur qui ne va pas au bout du combat est considéré comme étant KO. Alors en fait bon, disons que ça compte dans le palmarès du nombre de victoires par KO. Techniquement c'est pas une victoire par KO parce que Pep s'est pas fait éteindre sur un coup et tombe par terre et resté 10 secondes la face par terre. Il s'est fait déboîter l'épaule et il a pas pu continuer. Donc c'est pas non plus un KO, c'est pas un knockout, mais c'est considéré comme étant une victoire par arrêt de l'arbitre. Et donc Sadler redevient le super champion du monde des poids plumes, champion incontesté, parce qu'il gagne à la fois les titres NYSAC et NBA et le prestigieux titre de The Ring. Et donc à partir de là, on est extrêmement content pour Sadler, qui du coup redevient champion du monde. Ce titre pour le coup, donc il l'avait gardé de 48 à 49. Avant de le perdre contre Pep en 49. Il va le garder très longtemps, parce qu'en fait il va le garder jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'en donc 56. Finalement, donc on voit que Pep a gardé son titre des poids plumes entre 42 et 48, puis il a perdu de 48 à 49, et il a regagné de 49 à 50. Sadler, lui, il a eu de 48 à 49, puis il a eu de 50 à 56. Donc on voit qu'on a deux règnes qui sont a priori très semblables. En fait, le règne de Sadler va être un peu plus chaotique, puisque notamment il va devoir se faire drafter par l'armée pendant ces années de champion. Donc c'est vrai qu'il va défendre son titre un peu moins régulièrement que Sadler, même de manière générale, donc il va le défendre très peu de fois, il le défend genre 3 fois, il le défend une fois, il le défend 2 fois, et il le défend 3 fois, tout à fait, donc très très peu. Il va également être beaucoup moins actif que Pep, parce que même si Pep défend pas son titre tant que ça, il affronte énormément de combattants, j'abuse un petit peu, mais tous les mois il affronte un combattant, et il gagne. Sadler ça va être beaucoup moins le cas, et même quand il affronte des gars, il va avoir beaucoup plus de défaites. Notamment, il va perdre contre Dale Flanagan, il va perdre contre Paddy DeMarco 2 fois, il va perdre par disqualification contre Armand Savoie, le Québécois francophone. Et il va également perdre contre Gabriel Flash Elordi, un autre boxeur extrêmement important, Gabriel Elordi, très très important. Futur champion du monde des super plumes, qui va du coup pour le coup un peu initier la KT, et qui est du coup un excellent champion philippin. Vraiment excellent, et qui va être réputé pour être un peu, une légende pour Mohamed Ali. C'est un boxeur qui a grandement influencé Mohamed Ali, des propres aveux de Mohamed Ali. C'est un très bon boxeur, Flash Elordi, vraiment excellent. Et bien sûr que Pep, contre lequel donc Pep perd en 55, contre lequel Sadler perd en 55, pas pour le titre. Malgré tout, il va quand même défendre son titre 3 fois, et donc il va le défendre en fait une autre fois contre Willie Pep. Je reviens sur leur 4e combat juste après. Il va également le défendre une fois de plus contre Teddy Davis, et enfin il va donc le défendre contre Flash Elordi. La classique, c'est qu'en gros, Elordi a battu Sadler dans un combat qui n'était pas pour le titre. Du coup, il a gagné son ticket pour affronter Sadler pour le titre. Et cette fois-ci, Sadler va réussir à mettre KO Elordi au 13e round. Et va du coup récupérer le titre, conserver le titre contre Elordi. Donc en gros, Elordi gagne contre Sadler avec le titre qui n'est pas en jeu. Comme il a gagné avec le titre qui n'était pas en jeu, cette fois-ci, Sadler se dit je te fais une revanche et je mets le titre sur la table. Et cette fois-ci, Sadler, pendant que le titre est sur la table, gagne contre Elordi par KO. Voilà. Donc bon, on a donc un règne qui est un peu plus chaotique. Finalement, il va prendre sa retraite en 56 après une carrière de 163 combats avec 145 victoires, 16 défaites, 2 nuls et 104 KO. Donc il va prendre sa retraite, Sandy Sadler. Il va prendre sa retraite à cause d'une blessure à l'œil qu'il a subie dans un accident de voiture. Voilà. Mais bon, rien n'est fini, puisque en parallèle, on a toujours Willie Pep qui, lui, a bien envie de faire un 4e combat. Et même si je vous ai dit que Sandy Sadler gagnait sa 4e combat, en fait, je vous ai pas du tout dit comment. Et même sans ça, même avant de voir cette victoire de Sadler, Pep lui va également continuer à avoir une fin de carrière excellente. Il va continuer de gagner beaucoup pour du coup avoir une chance de réaffronter Sadler pour une 4e fois. Avant d'affronter Sadler pour une 4e fois, il a un palmarès de 160 victoires, 3 défaites, 1 nul. Parmi ces 3 défaites, il y en a 2 qui sont contre Sadler. Ensuite, il va avoir leur 4e combat qu'il va perdre. Donc il va passer en 164 ans. Et ensuite, il va continuer sa carrière. Il va jamais avoir de nouvelles chances pour le titre.
puisque du coup Sadler c'est le champion et Sadler va très peu défendre son titre de toute manière et Sadler va très peu affronter Pep. De toute manière Sadler va plus trop avoir envie d'affronter Pep et Pep va plus trop avoir envie d'affronter Sadler, puisque vous allez voir que ce 4e combat est une boucherie et Pep va donc perdre un peu plus qu'avant. Maintenant il va quand même pas perdre beaucoup et il va finalement prendre sa retraite en faisant son dernier combat en 1966, donc extrêmement tard, avec un palmarès de 229 victoires, 11 défaites et 1 nulle. En fait, il a pris, donc en terminant de combattre à 43 ans, donc extrêmement vieux. Il a commencé à 18 ans, il a terminé à 43. On est sur une carrière qui est extrêmement longue. En fait, il a pris sa retraite une première fois quand il avait 36 ans. C'était une victoire contre Harold McKeever. Il venait d'enchaîner 2 défaites, il a eu une petite dernière victoire, il s'est arrêté là. Il était à ce moment-là en 221 victoires, 10 défaites et 1 nulle. Puis finalement, à 42 ans, il a eu dans un petit élan, il est revenu, il a affronté globalement que des combattants de seconde zone. Et il a fini par perdre une dernière fois contre Kelvin Woodland pour prendre donc sa retraite avec 229, 11-1. Mais bon. Donc évidemment Pep a une carrière de légende, bien sûr Sadler également. Les deux boxeurs ont des carrières grandement légendaires. Derrière Pep va également affronter du coup Armand Savoie en 52, le fameux francophone dont je vous ai parlé, qui a gagné contre Sadler par disqualification au 3e. Mais du coup, je vous ai pas parlé de leur 4e combat. Willie Pep already in the ring. This could be his last shot at the big money. Here's Sadler coming in. He has unbelievable strength for a guy this size. And he'll need it all tonight, because this is a do or forget about it fight. Have you ever seen anything faster than Pep? Believe me, this is a kid who knows everything. The only trouble is, he's lived about 3 lifetimes already, and he's in with a murderous puncher. Look at that. That's Willie's game. If you don't keep him right in front of you, he winds up putting lumps on the back of your head. He's been that way since he was a kid. He used to take on the big guys around Hartford, run into a doorway, and then when they try to follow him, he'd slam the door right in their faces. He's been a cutie since he was 7. There you go again. Sandy, keep this guy from getting behind you or he'll murder you. Now that's wrestling, Willie. Referee Ray Miller is squawking about it too, but it looks to me like Willie would rather go without a referee. Sadler has beaten him 2 out of 3. If Willie loses, he's in trouble. So there's no sense making a party out of this fight. Willie, you'll never be able to keep up this pace. Hey, what's this? Pep's trying to hail Sandy. Willie's still hailing. Sadler's holding and Miller is getting mad. This fight is starting to get out of hand. Look at Sadler hold and hit. That's illegal, and he can murder Pep with it. Held and hit with his left. He hurt Pep, but Willie's gonna get up. That's right, take the 8 count, Willie, and don't let this guy grab you again. Now in slow motion. Let's see how Sadler can ruin you. Willie's trying to grab Sadler and give him the business, but Sadler is real strong. See, Sadler's right. He's holding Pep in a vice, and he's hammering with that left hand. Willie's helpless. There he goes. Pep is a good cut over the right eye, and this is one cut that's bad. The blood is running into Willie's eye. And that's something you can't do anything about.
Keep jabbing, Willie. Protect the eye. Get out of there, Pep. Don't let this guy grab you or you'll never last. And Willie's got out of there with some nice illegal healing. Look at him heal again. Sadler's face is going to be a mess if he keeps this up. In training, Pep worked with the wrestler for a while so he could handle Sadler better inside. I think it's the worst thing he could ever do. He's a boxer, not a gorilla. That was low, and it was no accident. Look at this. For some reason, Pep, the great professional, gets mad like he's an amateur when he's in there with this guy. There's no sense getting mad in the ring. It's a trade, like being a bricklayer. Lose your temper, and you lose the fight. There you go again, Willie. I'm telling you, if you don't box this guy, you'll get wrecked. Outside the ring, Sandler is a guy who just likes to laugh and spend money. But right now, I wonder if it's the same guy. Is he mean? Pep's hands are way faster than Sadler's. Sandy doesn't stand a chance if he lets Pep get distance on him. A little headlocking now. The only thing these guys haven't used is a knife. Sandy is an easy fighter to handle. You never have to look after him the way you do with most fighters. He goes to camp with one other guy, takes good care of himself, and you don't have to see him again until fight night. Willie rubs those laces over Sandy's face again. Sandy, tuck your head down inside, or you'll have sandpaper for skin. This is getting so dirty. You don't have to fight like that. Look at Sandy shove Miller. And look at Pep. Miller is wild. He was a good left hooker in his day, and he doesn't like anybody throwing him around. These guys are making him look bad. Tell him off, Ray. I've never seen anything like this fight in my life, not even in the streets. Look at Pep trying to trip him. I think Willie is going off his rocker. Come on, fight like a pro, Willie. Uh-oh, now I see the trouble. Willie's starting to get tired. His hands are getting lower. A lot lower than they should be. This is a terrible spot for a guy to get tired in. In slow motion. Here's Willie grabbing Miller with the left and throwing him to the floor. Now Miller starts to get up, and is he mad?
Imagine, he's stopping a championship fight in the middle of a round. Willie's arguing with his corner. I don't think he wants to come out. They straightened out Willie, but he looks tired. But you've done some job on him, Sandy. He's dead. You can go in right now and get him, I'd say. Pep's legs have no bounce to them at all. He's just trying to maul his way through. See what I mean? Willie's forgotten all about fighting. He's only wrestling. That's right up your alley, Sandy. Start yanking on those arms. I don't know how much longer Pep can go. Sadler used to be a southpaw. You don't have to tell Willie that. His ribs are bent in from Sandy's hooks. Look at Pep. He's dead. He's going to get hurt bad if he doesn't have any more than this left. Sadler will catch him with a shot and probably kill him. Willie, don't you have any gas left in that tank? Look at Miller. They've even got him tired. Pep isn't coming out. He's calling it a night right in the corner. Here's Doc Nattiello coming in to look at Willie. I guess it's all you can do, Willie. If your legs won't take you, then you're gonna get hurt. And that eye must be murder. Sandy Sadler, still the champ. He's a happy guy. He should be. He came out of this thing alive. It was the worst mess I've ever seen in a ring. And Sadler is telling the guys in his corner, I'm never gonna let anybody do what this guy did to me. Le quatrième combat entre Pep et Sadler, bon, du coup c'est une victoire de Sadler. C'est une victoire de Sadler, par la fin du 9e round, par abandon de Pep qui, une fois de plus, ne sort pas de son coin et se retrouve incapable de continuer le combat. Cette fois-ci, c'est pas à cause d'une épaule déboîtée, c'est à cause d'une blessure à l'œil. Son œil droit est complètement enflé. Je vais essayer de vous retrouver la photo. Si je fais un peu de montage, je vous mettrai la photo. C'est n'importe quoi. Son œil est complètement détruit. C'est l'une des blessures les plus impressionnantes que j'ai vues en boxe. Globalement, il disait qu'à cause de sa blessure et à cause du sang, il n'était pas capable de continuer le combat. Il a arrêté à cause de ça. Maintenant, le combat en soi est considéré comme étant l'une des plus grandes boucheries de la boxe. On a des images de ce combat et c'est juste n'importe quoi. Globalement, le combat commençait de manière assez classique, c'est-à-dire que Pep essaie de tourner autour de Sadler. Sadler essaie d'attraper Pep pour le frapper. Il va avoir beaucoup de mal à... Sadler va avoir beaucoup de mal à affronter Pep. Et finalement, Pep va décider globalement d'arrêter de faire le combat parce que ça le saoulait simplement de se faire attraper, de se faire pummeler par Sadler. Du coup, il va y avoir une phase un peu chelou où globalement, Sadler évite le combat, il veut pas le faire. Sadler est pas capable de le faire parce qu'il est pas capable d'attraper Pep parce que Pep est trop évasif. Puis, du coup, Sadler va devoir un peu utiliser ses tactiques dirty. Pep va également tomber dans ses tactiques dirty. Et du coup, on va avoir tout ce qu'il faut. On va avoir des coups de genoux, on va avoir des coups de coude, on va avoir des coups de pied, on va avoir de la lutte, on va avoir des pouces dans l'œil, on va avoir de tout. Et en fait, c'est considéré comme étant le combat le plus dirty de l'histoire, ou l'un des combats les plus dirty de l'histoire. L'arbitre a complètement déraillé, il était incapable de faire quoi que ce soit. Pep va tomber plusieurs fois par terre, notamment de manière extrêmement sale. Il y a un de ces knockdowns où Sadler le pousse littéralement dans le coin, puis l'attrape. Une fois qu'il le pousse pour le déstabiliser, puis il l'attrape, puis il passe sa main derrière sa nuque, et puis il le frappe avec des uppercuts jusqu'à ce que Pep tombe. Et du coup, Pep de toute façon ne peut rien faire parce qu'il a sa tête qui est bloquée, et juste il s'est frappé. Donc Pep ne peut juste rien faire. Globalement, bon, on est vraiment sur l'un des combats les plus sales de l'histoire. C'est évidemment ce que tout le monde dit. C'est globalement d'ailleurs ce combat est absolument horrible, qui fait que globalement Pep ne voudra plus trop affronter Sadler, parce qu'il en a marre simplement d'être meilleur en termes de boxeur, mais de se faire avoir parce que Sadler l'attrape, et en fait il peut juste rien faire. Enfin, c'est juste ultra frustrant si vous voulez. Je sais pas si vous êtes déjà un peu boxé, mais imaginez même quand vous étiez plus jeune et que vous battiez avec vos frères et sœurs.
bah quand il y en a un qui est juste plus fort que vous et qui vous attrape, bah ça saoule quoi, parce que bah juste du coup vous pouvez plus rien faire, et c'est exactement ce qui se passait entre Pep et Sadler. Sadler avait pas forcément envie de affronter Pep non plus, parce que bon bah être obligé de se restreindre à ce genre de choses pour pouvoir gagner, c'est un peu chiant. Globalement, le public en avait également un peu marre. D'ailleurs, il y a eu des bans par des fédérations de boxe de Pep et de Sadler suite à ce combat. Donc les deux ont interdit de combattre pendant un certain temps parce que les fédérations ont dit bon là les gars vous avez trop déconné. Sadler en tant que champion t'as déconné en affrontant Pep comme ça, et Pep t'as déconné en affrontant Sadler comme ça. Donc globalement ça a été suffisant pour que les deux n'aient plus envie de s'affronter du tout. Ça a également du coup malheureusement pas permis à Pep de redevenir champion du monde pour une 3e fois, parce que du coup Sadler lui a conservé le titre et a continué de le défendre. Et Pep, lui, du coup, s'est retrouvé un peu incapable d'affronter Sadler parce qu'il en avait pas envie et que personne ne voulait. Donc, malgré d'autres victoires qu'il a pu acquérir derrière, il a pas pu affronter Sadler une 3e fois. Enfin, une 5e fois, pardon. Et du coup, voilà, donc ça a terminé la trilogie entre Pep et Sadler. Du coup, une trilogie qui se termine de manière un peu amère, avec globalement un Sadler qui fait une tenue truante en fracassant Pep, qui était à l'époque vu comme invincible. Pep qui ensuite fait un comeback exceptionnel en battant par décision unanime Sadler. Un 3e combat très serré dans lequel Sadler va faire du Sadler et va réussir à péter l'épaule de Pep. Et puis enfin un 4e combat extrêmement verti dans lequel globalement Pep va venir se retrouver attrapé par des techniques pas vraiment de boxe de Sadler. Et Sadler qu'on a juste un peu marre d'avoir cette souris qui se court un petit peu partout et qui est globalement obligé d'attraper de manière non conventionnelle. C'est donc ce qui va déterminer la rivalité entre ces deux boxeurs. Concernant la fin de carrière, donc je vous en ai déjà parlé, concernant la fin de carrière de Sadler, concernant la fin de carrière de Pep, finalement les deux prennent leur retraite, donc globalement pour Sadler en 56 et pour Pep initialement en 59, puis finalement en 66 après un bref comeback de 2 ans. En termes de suite de carrière, Pep va devenir assez influent dans le monde de la boxe, il va notamment devenir arbitre. On va en réentendre parler rapidement, puisque du coup il va venir arbitrer un combat très important de poids plume, un champion du monde poids plume, entre Fighting Harada et donc Famshon en Australie. Il s'agissait à ce moment-là pour Harada, donc un japonais qui avait donc la possibilité, donc l'un des plus grands boxeurs japonais de l'histoire. J'allais dire le plus grand, mais maintenant il y a Naoya Inoue, on va dire l'un des plus grands. Il avait donc la possibilité de devenir champion du monde dans une 3e catégorie de poids différent, après avoir été devenu champion en poids coq, donc en battant Eder Joffrey 2 fois, et en poids mouche en battant Pon Kimpek. Donc très grande légende du ring, donc c'est bien Johnny Famshon. Donc très grande légende du ring, Fighting Harada. J'en ferai probablement une vidéo un jour également parce que c'est un gars qui mérite bien que je fasse une vidéo à son sujet. Il va donc avoir la possibilité de devenir triple champion du monde dans une 3e catégorie en affrontant en Australie Johnny Famshon. Il va globalement dominer le combat et le seul juge pour ce combat c'était Willy Pep qui a fait complètement n'importe quoi en jugeant le combat. Sa carte a été retrouvée. C'était du grand n'importe quoi. Il avait rayé les rounds, puis finalement il avait donné le round à telle personne, puis le redonner. Bref, sa carte était illisible. Au début il avait vu une égalité, puis finalement il a changé. En fait il a dit non, c'est Famshon qui a gagné. Il a reconnu plus tard avoir fait complètement n'importe quoi en jugeant ce combat et avoir volé Fighting Harada du combat. Bon malheureusement évidemment la décision n'a pas été changée. Harada n'est jamais devenu champion du monde dans une 3e catégorie. Il a fait une revanche contre Famshon a gagné. C'est terrible pour Harada, mais du coup Pep a complètement volé Harada d'une nouvelle part en fait, d'une grandeur de la boxe japonaise. Donc moi je le connais surtout pour ça après sa carrière. Sadler lui du coup est devenu entraîneur et entraîné quelques petits jeunes, et notamment il a continué à perfectionner un boxeur qui répond au nom de George Foreman. George Foreman qui est extrêmement connu, poids lourd des années 70, gagne contre Frazier, gagne contre Norton, perd contre Ali, gagne contre Ron Lyle, perd contre Jimmy Young pour sa retraite, retourne dans les années 90, redevient champion en 45 ans, et genre 11 mois, c'est un gars dont je parlerai probablement pas en détail parce qu'il y a déjà des milliards de vidéos sur sa life, en anglais et en français, des milliards de vidéos sur sa technique, c'est l'un des combattants les plus connus de l'histoire, l'un des meilleurs combattants de l'histoire également. Sadler a grandement participé à aider Foreman. Foreman est également un gars qui frappait terriblement fort, et est également un gars qui pendant les années 70 avait cette manie d'avoir ses 2 mains devant, qui du coup s'est fait surnommer la momie par Mohamed Ali, parce que du coup il se déplaçait un peu comme ça avec ses 2 mains en avançant, comme une momie, et avait également du coup une excellente main droite qui lui permettait de parer, de contrer, et puis de dévier. Tout ça pour ensuite lui du coup plutôt venir frapper avec sa droite plutôt que venir frapper avec sa gauche comme Sadler. Mais du coup voilà, on retrouve des petites similarités dans leur style, donc on sent que Sadler a entraîné, en tout cas a participé à entraîner George Foreman, et donc c'est essentiellement pour ça que je le connais, après coup. Finalement, malgré tout, les deux vont finir par mourir, en 2001 pour Sadler et en 2006 pour Pep, restant du coup à jamais 2 grandes légendes des poids plumes. Maintenant le grand débat du coup c'est qui est le meilleur poids plume de l'histoire. Évidemment, Pep c'est la réponse facile et c'est la réponse de la sûreté. Pep c'est le gars qui
disons qu'on aimerait tous être Pep. C'est comme ça que je vais le formuler. Pep, c'est le gars qui fait consensus parce qu'on aimerait tous être un Pep. C'est un gars qui commence la boxe de manière un peu... parce qu'il a juste besoin d'un peu de thunes, qui combat extrêmement souvent, qui a une carrière extrêmement fournie, qui a beaucoup de noms à son palmarès, qui défend son titre beaucoup, même pendant la guerre, qui a jamais vraiment été du genre à éviter personne, qui a un jeu défensif exceptionnel, qui est juste stellaire en fait d'avoir boxé. C'est vraiment ça, on est vraiment sur un gars qui est au top du top du top du top. C'est un gars qui va réussir à avoir des carrières, enfin des wins extrêmement impressionnantes, notamment sa win en 15 rounds contre Sadler, dont il va complètement lui tourner autour. Bref, c'est vraiment l'image la plus positive en fait qu'on pourrait imaginer de la boxe. C'est un gars qui a tué personne sur le ring dans les années 40. C'est vraiment un gars qui a l'image la plus parfaite. Sadler, c'est l'inverse. Sadler, c'est un gars qui est noir. Sadler, c'est un gars qui... alors, bon, je dis pas ça du tout en mode je suis raciste, hein, juste tard à l'époque, dans les années 40, bah oui, mais être noir, c'était être moins bien vu. Et puis, même encore maintenant, bah, il y a des gens racistes qui considèrent qu'être noir, c'est être moins bien vu. Du coup, bah, enfin, factuellement, c'est un truc qui va le desservir aux yeux du public. Un peu moins maintenant qu'avant, mais toujours un petit peu. C'est un gars qui a un style chelou, c'est un gars qui est dirty, c'est un gars qui est chelou de manière générale dans sa manière de parler, c'est un gars qui a une tête bizarre, c'est un gars qui a détrôné le grand Pep. Alors il l'a détrôné au début, ok, avec la manière, puis finalement en fait il s'est battu, tiens, je sais pour sa gueule, puis finalement en fait il l'a détrôné à chaque fois de manière un peu, bah, ok, bon, tu lui as pris ses têtes, tu lui as mis des supercuts, vas-y, t'aurais pu faire un effort. C'est un gars qui physiquement est chelou, c'est un gars qui en plus a détrôné Pep alors que Pep il était affaibli par son accident d'avion. Bref, c'est un peu le chat noir, quoi, Sandy Sadler. Malgré tout, quand on y pense, il a quand même un palmarès qui est vraiment exceptionnel. Il a des noms excellents. Il a Lauro Salas, il a Paddy DeMarco, il a Joe Brown, il a Jimmy Carter, il a Flash Lordé. C'est un gars qui est génial. Et c'est un gars qui mérite, je pense, vraiment d'être mieux considéré. Actuellement, les gens pensent à Pep, et ils pensent pas à Sadler comme étant l'égal de Pep. Le fait est que malgré tout, en fait, indépendamment de la rivalité Pep-Sadler, Pep a un palmarès génial, mais Sadler a un palmarès génial aussi. Peut-être un peu moins bon que Pep, mais pas non plus vraiment moins bon. Et j'ai l'impression que les gens ont quand même beaucoup tendance à considérer que Pep est là et que Sadler est là, donc c'est-à-dire nettement derrière. J'ai même vu des listes qui mettent même pas Sadler dans leur top 5 des meilleurs pop-plumes de tous les temps. Alors qu'évidemment Pep est premier. Maintenant, quand on y pense, bah, ok, Pep a une carrière... Si on nommait la quadrilogie Pep-Sadler, Pep a une carrière qui est meilleure. Maintenant, dans les faits, Sadler a également une carrière qui est super, et si vous comparez leur quadrilogie, Sadler est au-dessus. Et ok, il a peut-être un style de boxe qui est un peu plus rugueux, un style de boxe qui est un peu moins agréable à regarder, un style de boxe qui est un peu moins élégant, un style de boxe qui est un peu moins noble. Maintenant, Sadler a un style de boxe qui est aussi très efficace. Sadler est un gars qui a plus de 100 KO, Sadler est un gars qui a battu Pep 3 fois sur 4. Voilà, personnellement, Sadler est un gars que j'aime énormément. Alors maintenant, si on me demandait quel est le meilleur pop-plum de tous les temps, est-ce que je répondrais que c'est Sadler? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que ça reste extrêmement compliqué de faire ce choix, parce que ça revient quand même à choisir l'underdog devant Pep, qui est vraiment le choix de la sécurité, qui est le choix lisse, qui est le beau choix, qui est le choix de la vitrine. Donc ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Simplement pour moi, c'est pas quelque chose sur lequel je vais trancher, mais c'est quelque chose sur lequel la question peut se poser. La question se pose, et c'est tout simplement ce que je vais rappeler. La question se pose, et Sandy Sadler est un nom qui dans tous les cas mérite d'être beaucoup plus retenu, et d'être beaucoup plus considéré que ce qu'il est actuellement. On n'a pas du tout Pep et Sadler, les deux sont peut-être au même niveau, peut-être un léger avantage pour Pep, mais honnêtement, considérer Sadler devant Pep, c'est pas du tout absurde. Et Sadler est pourtant un nom qui est complètement passé aux oubliettes, et c'est bien dommage. Voilà. C'est globalement essentiellement ce que je voulais rappeler sur le grand boxeur Sandy Sadler. Bah écoutez, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous pourrez retenir les noms de Pep et les noms de Sadler, qui sont deux grands noms de la boxe qui méritent d'être retenus. Moi sur ce, eh bien donc je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, et eh bien voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez un petit peu déjà Sadler, Pep, si jamais vous appréciez ces boxeurs, si jamais vous les connaissiez avant, si jamais vous avez un petit favori entre les deux, si jamais vous... Quel est votre avis? Si jamais est-ce que vous pensez que Sadler est au-dessus de Pep, si vous pensez que Pep est au-dessus de Sadler, si vous pensez peut-être qu'il y a un troisième gars dont je peux parler, genre Salvador Sanchez, qui est bien meilleur que les deux, n'hésitez pas. Et globalement, si vous avez des retours globaux sur la manière dont j'ai pu faire cette vidéo, est-ce que il y a des trucs que vous auriez préféré, un peu moins de détails, un peu plus de détails, un peu plus de contexte, un peu moins de contexte. Probablement le fait que je parle moins vite, ça je le sais, mais bon, c'est pas forcément des choses que je peux contrôler facilement. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bah du coup je vous souhaite à la prochaine. Et puis voilà, à bientôt.
Et yo yo yo, en fait non pas bientôt, je fais juste une toute petite outro que je tourne donc après avoir fini normalement le montage de la vidéo. Voilà, on voit que c'est quelques jours après, les cheveux ont été coupés notamment. Bah voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Quand je l'ai tournée initialement, je m'attendais pas du tout à finalement faire un montage aussi conséquent. Alors évidemment ça reste je pense sûrement assez amateur, hein, il n'y a pas forcément de transition au niveau des cuts, mais j'essaie vraiment de faire au mieux. Donc d'illustrer tout ce que je pouvais illustrer. J'ai également essayé, parce que ça me tenait à cœur, de mettre des petits clips des combats, donc notamment du 3e et du 4e dans la vidéo. J'ai essayé de... C'était assez dur en fait de trouver un juste milieu entre mettre le clip en entier, ce qui serait du coup génial parce que c'est complet, mais ça m'arrive aussi de regarder des documentaires de boxe et parfois j'ai envie de regarder un documentaire et j'ai pas envie de regarder un combat, donc j'ai voulu condenser ça pour pas que ce soit trop long à regarder. En même temps je voulais pas que ce soit trop condensé non plus, parce que l'objectif c'est quand même de voir un peu Pep et Sadler à l'œuvre et de voir un peu leur technique. Donc bon, écoutez, n'hésitez pas également à me donner des retours là-dessus, donc que ce soit sur le montage, que ce soit sur à quel point est-ce que j'aurais dû mettre des clips plus courts, plus longs, éventuellement peut-être continuer de parler pendant que je mettais certains clips. Je tenais à remercier quelques personnes, quelques noms que je vais évidemment donc mettre en description, et bien qui m'ont été très utiles pour le montage de cette vidéo. Alors notamment du coup en vrac, hein, les chaînes YouTube de Hansa God, qui est du coup un mec qui fait des montages de boxe, highlights de boxe extrêmement connus. Vraiment, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Vous trouverez des highlights de très grands noms de la boxe, quasiment tous. Il fait ça depuis 10 ans, le mec est un passionné, vraiment allez voir sa chaîne, je vous soutiens énormément. Également je tiens à remercier la chaîne de Faceboxing qui du coup fait des analyses régulières, qui m'a servi donc à la fois moi pour ma culture perso, pour connaître un peu plus le style de boxe de Sadler et de Pep, et du coup pour quelques images que j'ai pu caler à des moments. Je tiens également à remercier la chaîne YouTube Legends in Color, donc encore une fois je mettrai sa chaîne en description pour du coup avoir restitué et recolorisé le 3e combat entre Pep et Sadler. C'est donc sa version que j'ai utilisée, donc je le remercie pour ça. Je crois que j'ai fait globalement le tour de tous les gens dont j'ai pu un peu m'inspirer au niveau des compilations, qui m'ont du coup fait gagner du temps, forcément, parce que il y avait déjà des clips qui étaient là quoi. Bah voilà, moi je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que Pep et Sadler sont des noms que vous retiendrez. Et puis bon, je sais pas trop la prochaine fois que je referai un projet aussi long que ça, parce que mine de rien j'ai quand même passé pas mal de temps sur le montage, et je sais pas si j'aurai beaucoup de temps prochainement. En tout cas, écoutez, moi je suis vraiment très content d'avoir ça. J'espère que la vidéo vous aura plu également. Je le dirai pas souvent, mais n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me ferait vraiment plaisir, je le dis vraiment pas souvent. Mais là pour le coup, vu l'investissement que j'ai eu dans ce projet, ça me ferait vraiment très plaisir. Et même juste pour les noms de Pep et Sadler, si jamais plus ils sont connus, plus c'est quelque chose qui me rendra fier. Bon bah voilà, merci d'être arrivé jusque là. N'hésitez pas à me donner vos retours, je les prendrai avec grand soin. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt.